Bonjour à tous. Afri Impact a le plaisir de recevoir aujourd'hui dans son émission La Cause Show, Monsieur Jean-Jacques Kayembe, médecin de son État, mais qui aime la politique. Aujourd'hui, nous allons parler des élections aux États-Unis et leur influence en Afrique. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Andy. D'abord, pour commencer, combien de chances et à qui vous les donnez pour la présidentielle des États-Unis au mois de novembre? Il est difficile à l'heure actuelle de donner un quelconque pronostic parce que la situation politique américaine, elle est très tendue, comme vous le savez, pour plusieurs raisons, à cause, entre autres, de la crise et des tensions géopolitiques à travers le monde, notamment la crise en Ukraine, la crise dans la bande de Gaza, le conflit au Proche-Orient et aussi les tensions récurrentes en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou dans l'Afrique des Grands Lacs. Donc, tous ces facteurs influencent de manière notable la politique américaine, surtout la politique intérieure, parce que comme vous le savez, les États-Unis, c'est un pays d'immigrés. Alors, tous ces immigrants qui viennent de tous ces pays en conflit ont un sentiment mitigé quant à la politique américaine sur le reste du monde. Donc, ces avis mitigés vont à coup sûr influencer les décisions et même les votes des Américains. En tout cas, l'Américain moyen passe des moments difficiles avec l'inflation et les coûts de la vie. Et donc ça, c'est un élément important qui pourra jouer sur la balance le jour de l'élection le 4 novembre. C'est vrai que l'administration Biden a ouvertement soutenu l'Ukraine en donnant non seulement un apport financier important, mais aussi une contribution militaire importante. Au-delà de ça, le soutien continuel des États-Unis en faveur d'Israël dans la guerre contre les Hamas à Gaza a aussi une influence sur la politique interne. Donc, les démocrates sont ouvertement acquis à la cause de défendre l'Ukraine, contrairement à l'administration, surtout républicaine, qui, eux, déjà, euh, annoncer leur couleur en disant ne pas soutenir l'approche démocrate d'un soutien total à l'Ukraine. Déjà, Trump l'avait dit clairement que la priorité serait les Américains. Donc, de plus en plus, on craint, ceux qui vont soutenir les démocrates craignent qu'à l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche pourra avoir des conséquences non seulement sur l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine, mais aussi sur longtemps. Parce que si, comme Trump le disait toujours en anglais, you don't pay, we don't protect you. Donc, il voulait que les membres de l'OTAN puissent contribuer à l'effort de guerre et au Ouais. maintien de l'institution transatlantique. Et il est prêt à retirer son soutien si l'OTAN ne fait pas sa part. Comme nous le savons toujours, une guerre ne se résout pas seulement sur le front, il y a le volet diplomatique et apparemment Trump veut négocier avec la Russie pour mettre fin à la guerre, ce qui n'enchante pas les votes en guerre, hein, notamment Mhm. les responsables politiques démocrates et européens. Il y a deux guerres qui sont présentes dans la campagne américaine, que ce soit du côté républicain ou du côté démocrate. Vous l'avez d'ailleurs mentionné, c'est la guerre en Ukraine et aussi la guerre en Palestine, dans le Moyen-Orient. Mais il y a une guerre qui est absente. La guerre dans l'Est de la RDC n'est pas mentionnée dans cette campagne. Pourquoi, pensez-vous? À cause des intérêts géopolitiques et encore, à cause du rôle et de l'importance qu'on donne aux pays, qu'on accorde aux pays africains. Donc, les pays africains ont toujours été laissés pour compte. Ça, ce n'est pas surprenant. D'ailleurs, à l'ouverture du sommet de la francophonie à Paris, Emmanuel Macron, le président français, a parlé ouvertement de la situation en Ukraine, de la situation en Palestine, mais là, complètement élagué la situation à l'est de la RDC. Pourtant, Ouais. la RDC, c'est le plus grand pays francophone actuellement du monde. Et même dans la communauté francophone, la situation sécuritaire, le problème de l'Est n'est pas mentionné pour beaucoup de raisons. D'abord, il faut dire historiquement que la RDC a toujours été l'objet de beaucoup de convoitises et donc mettre en exergue un pays dont l'objet géostratégique est la convoitise mettra déjà les organisations internationales en alerte et pourra ne pas être l'avantage des puissances étrangères et tous les hommes qui font la prédation en RDC. Donc, la simple chose à faire, c'est de masquer ce conflit et pour permettre non seulement le pillage de manière impunie des ressources naturelles, mais aussi la dégradation de la situation politique et sociale des populations congolaises. Donc, pour la crise en RDC, il faudrait que les Congolais eux-mêmes se prennent en charge. Comme Laurent Désiré Kabila l'avait dit, il faudrait que Mobutu lui-même l'avait dit, hein. Après lui, c'est le déluge, mais il faudrait que les Congolais se prennent en charge. Mais quels Congolais? Quels citoyens congolais dont la plupart, malheureusement, ne comprennent pas les enjeux
du pays qui sont un enjeu de survie, en fait. C'est pas Mhm. simplement mettre la fin à la guerre à l'Est, mais vraiment que la RDC survive, parce que après la guerre à l'Est, on ne sait pas qu'est-ce qui arrivera, parce que la RDC est toujours objet de beaucoup de convoitises, que ce soit sur le plan des minerais, des ressources naturelles, il y aura la guerre de l'eau, il y a beaucoup d'enjeux, mais malheureusement, le Congolais lambda, le Congolais ordinaire ne prend pas conscience de ces enjeux et c'est qui pose un sérieux problème. Et parce que vous avez dit que le Congolais doit se prendre en charge, il y en a qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que vous pensez alors de la politique du président Félix Tshisekedi? A-t-il mieux fait ou n'a-t-il pas fait ce qu'il fallait faire? Pour analyser de manière objective la politique de président Félix-Antoine Tshisekedi, il faut remonter dans les origines de la crise. Le président Tshisekedi a hérité un système politique, économique, militaire très complexe. OK? Si nous remontons 30 ans en avant, disons à partir de 94 avec le génocide rwandais qui a été en fait le déclic de l'invasion de la déstabilisation de la RDC, il y a tout un processus qui a été instauré pour mettre le pays à genoux. OK? La guerre à l'Est avec l'arrivée de l'AFDL, la déstructuration du système de défense de notre pays, avec bien sûr les différentes guerres d'agression, le brassage et le mixage, une infiltration non seulement de l'armée, de l'administration, des services sociaux, qui ont en fait, cette infiltration a en fait déstructuré le travail qui a été fait pendant 32 ans de Mobutu de créer en fait une nation congolaise. Et à partir de cela, ça a pris des années, bien sûr, depuis 97 jusqu'à, disons, l'arrivée de Tshisekedi en 2018, on se rend compte qu'il y a eu pratiquement plus d'une décennie d'un travail de fond, bien sûr avec la contribution des pays voisins qui voulaient la disparition de la RDC, ok, l'infiltration, la déstructuration de la société congolaise. Et c'est de cela que Félix-Antoine Tshisekedi hérite. Un pays déstructuré, infiltré, une armée inexistante. Et là, il est en train de reconstruire. Mais aussi, quand il vient aussi avec une cohorte de Congolais aventuriers et prédateurs qui veulent continuer, qui étaient dans la danse de la Deuxième République et qui viennent, qui entourent le chef qui, pas tous bien sûr, mais un grand nombre, ne comprennent pas, en fait, les enjeux et donne à des spectacles honteux de détournements scandaleux et aussi même de comportements qui frisent les moralités et qui affectent le Congolais moyen. Et l'intellectuel congolais avisé qui voit cette situation dit que le président Tshisekedi ne fait pas assez. Or, il est en train de faire un effort, bien sûr, on voit quand même des points positifs notamment avec un effort de restructuration de l'administration avec le ministre Eliaou, qui essaie de nettoyer le fichier de l'administration pour quand même créer un noyau administratif qui permettra au pays de fonctionner. Mais tous ces petits efforts par-ci, par-là sont dilués par des scandales de corruption et des scandales de mœurs qui malheureusement, l'intellectuel congolais avisé se sent désabusé et un peu déçu du silence du chef de l'État, parce qu'il est le garant de la nation. Parce que n'oublions pas, on dit, dans l'imaginaire congolais, le chef de l'État, c'est lui le garant de tout. OK? Que la route soit abîmée, que c'est le chef de l'État, mon conditaire sur le Cambo, qu'il y a un détournement, Félix doit faire ça. Bien sûr, bien qu'il y a, et au niveau de la présidence de la République et par notre Constitution, le Premier ministre qui gère en fait l'action gouvernementale. Mais tout repose sur le chef à cause de ce concept culturel que le chef est le garant. Donc, le président Tshisekedi devrait être un peu plus vigilant. OK, c'est vrai que les défis sont énormes et je ne pense pas même avec deux mandats, le président Tshisekedi pourra élaguer la situation difficile dans laquelle la RDC se trouve. C'est vrai qu'il faut poser les jalons et ce jalon doit être vraiment, vraiment solide, avec une armée réformée et intègre, une administration solide et performante et un système de défense vraiment qui est à la pointe parce que, comme on le dit toujours, qui veut la paix prépare la guerre. Et pendant longtemps, la RDC n'a pas su préparer la guerre. Donc, il faudrait que tout soit refait à zéro. Et je pense que le président Félix-Antoine Tshisekedi est dans la bonne voie, mais il a besoin du support des Congolais intègres. Ils doivent l'accompagner pour remettre le pays en marche. Aller en guerre, vous pensez que c'est une option? À l'heure actuelle, l'option de la guerre ouverte frontale avec le Rwanda n'est pas bonne pour beaucoup de raisons.
que la communauté internationale pourra utiliser ce prétexte pour encore soit renforcer les sanctions, soit envahir les RDC, et aussi aller en guerre avec quel équipement, avec quelle armée. On voit souvent des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux qui montrent que l'armée n'est pas aussi performante et prête à s'engager en conflit frontal avec le Rwanda, ce qui n'est pas le cas avec la néerlandaise. Et il ne faut pas l'oublier, pendant tout ce temps que l'armée congolaise était déstructurée avec les mixages, l'armée rwandaise s'équipait et s'entraînait. Et n'oublions pas, le Rwanda n'est pas seul. Il y a l'Ouganda qui a toujours accompagné et appuyé le Rwanda. Donc, si on a une confrontation directe avec le Rwanda, il faut s'attendre à ce que l'Ouganda aussi intervienne. L'exemple patent est la guerre des séjours qu'il y a à Kisangani, où les armées rwandaises et ougandaises se sont affrontées sur le territoire congolais. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'apprécie la politique du président Félix-Antoine Tshisekedi de préconiser la diplomatie, une diplomatie agissante qui nous permet en fait de gagner du temps, de réformer notre armée et de former des citoyens capables de défendre l'intérêt et aussi petit à petit d'élaguer, de purger au sein de l'armée, de nos institutions, tous les infiltrés qui ne permettent pas à notre armée d'être performante. Et au-delà de ça, il y a la complexité de la situation géographique de notre pays. Un pays immense sans infrastructure. OK? Et la guerre se trouve dans un coin éloigné et la plupart des actions humanitaires sont difficilement bien engagées à cause des défis des infrastructures et des défis non seulement culturels, mais aussi logistiques. Donc, il y a ce volet sur lesquels la RDC doit travailler, améliorer ses infrastructures, réformer son armée et aussi avoir un leadership responsable, un leadership qui est tourné vers la défense des intérêts de la République. Pas ces groupes de généraux qui sont affairistes, qui ne font que du business dans l'armée au lieu de défendre les intérêts. Tous ces facteurs doivent être revus et être traités de manière rigoureuse et impartiale afin que la RDC soit prête de se défendre, mais aussi de pouvoir attaquer si nécessaire. Cette stratégie diplomatique est critiquée négativement par l'opposition congolaise. On l'a vu dernièrement avec la sortie médiatique de Martin Fayoulou. Et puis encore, il y a eu des échos avec l'interview que le cardinal Lambongo a accordé à France 24 dernièrement. Pensez-vous qu'il est temps que le président Tshisekedi puisse s'asseoir avec l'opposition et tous ceux qui parlent de crise aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. S'asseoir pour parler de quoi? OK. On s'assoit s'il y a, y a-t-il première question, y a-t-il une crise de légitimité? Je ne pense pas. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a été élu à plus de 70% de voix. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la classe politique? Je ne pense pas. Le président de la République a une majorité de l'Union sacrée, bien qu'elle est ce qu'elle est. C'est en fait une sauce déjà préparée, concoctée, qui a été donc Mobutu, Kabila, et maintenant, donc c'est juste une bande de politiciens inutiles, en fait, qui veulent juste se repositionner, mais qui constituent ce qu'on appelle l'Union sacrée. Alors, au fond, le dialogue n'est pas mauvais. Dialoguer sur quoi et sur quelles questions? Quelles sont les priorités? Quels sont les enjeux? Martin Fayulu parle de la cohésion, il y a un dialogue pour sauver le pays. L'opposition politique, quelle position? Qui est le leader de cette opposition politique? Nous parlons de Martin Fayulu, de Moïse Katumbi et tous ces autres-là qui ont travaillé avec Joseph Kabila, qui ont été des acteurs de premier rang dans la crise qui a été à l'Est, qui ont parfois signé des accords qui aujourd'hui constituent une épine énorme pour le président Félix-Antoine Tshisekedi. De quel dialogue parle-t-on? De ces mêmes acteurs ou ces dialogues qui est à la version congolaise comme nous le connaissons toujours, dialogue, c'est-à-dire repositionnement, réconfiguration avec le système, maintenant c'est mon tour pour que je puisse entrer et me servir? Non, on n'a pas besoin de ce dialogue-là. Et si Martin Fayulu veut le dialogue, qu'en est de la nouvelle génération de la société civile et tous ces mouvements citoyens? Est-ce qu'ils prendront part à ce dialogue? Parce que quand on voit le format du dialogue, c'est juste pour amener quoi, tous ces grattas de l'opposition, grands acteurs, soi-disant grands acteurs politiques, qui se mettent sur la table, rediscuter, pour enfin former un gouvernement pléthorique dit d'union nationale et les acteurs de la société civile. Où est-ce qu'ils en sont? Donc, moi, je pense que le dialogue n'est pas opportun. Quant à la sortie médiatique du cardinal Ambongo, le cardinal, c'est le prélat. L'Église catholique, c'est en fait l'Église au milieu des villages. L'Église a toujours été du côté des faibles. Et il est normal que le prélat catholique dise que la situation sociale des Congolais n'est pas bonne. Et effectivement, la situation congolaise, sociale des Congolais n'est pas bonne. C'est vrai que le président Félix-Antoine Tshisekedi fait un très grand effort, mais là, le constat, il est là. On ne peut pas l'élaguer. Quand vous faites un tour à Kinshasa, il y a la misère.
Hein. Moi, je suis médecin, mes collègues médecins qui sont à Kinshasa sont en train de protester, ils font des grèves à gauche et à droite parce que leur situation n'est pas régularisée. Il y a des gens, des agents de l'État qui travaillent, qui ne sont pas payés. Ça, c'est inacceptable dans un pays aussi riche que la RDC. Et ça, ce sont des problèmes réels que le président peine à résoudre. C'est vrai qu'il y a un ministre de la Santé et de l'Administration, mais il y a toujours un travail qui doit être fait. Par exemple, récemment, à Kinshasa, le ministre Liao de la fonction publique, quand ils ont fait le dernier contrôle, il y avait plus de 450 000 employés. Mais quand ils ont nettoyé les fichiers, on s'est retrouvé à moins de 150 000 employés pour la région de Kinshasa. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a déjà une magouille, une mafia incroyable au sein de l'administration, et c'est pratiquement à tous les niveaux. Et c'est là, ça se reflète sur le quotidien du Congolais. Le Congolais s'en fout si le président fait des voyages avec une diplomatie alléchante. Le Congolais veut avoir la nourriture sur sa table. Et malheureusement, le Congolais moyen ne mange pas à sa faim. Le Congolais moyen ne sait pas aller se faire soigner. Le Congolais moyen est en insécurité. Il y a les coulonas partout. Vous avez Ça une proposition? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à tout ça? fait que le Congolais redevienne maître de sa situation. Après les élections, il y a eu de nouvelles têtes dans la gestion. Mais s'il y a toujours des magouilles du genre, qu'il y a des doublons au niveau de l'administration publique, c'est pas le président Tshisekedi qui va aller, qui dit à ces gens-là d'ajouter leurs frères, petits frères, cousins, consorts. Il faudrait que chaque Congolais, là où il est, prenne conscience des défis auxquels le pays fait face et de s'engager résolument à améliorer les choses dans la transparence, dans la rigueur et dans l'intégrité. C'est là la clé. Et chaque Congolais à son niveau travaille pour l'amélioration de la situation, tout marchera de mieux. Martin Fayulu qui parle de dialogue, est-ce qu'il a donné un plan qu'il pourra peut-être mettre à la disposition de la communauté congolaise? Il dit, voilà ce que nous nous proposons pour améliorer la situation. Il dit, voilà, on veut le dialogue, on parlera de quoi? Proposez, mettez à la place publique ce que vous avez comme proposition de solution, comme vous venez de dire, pour que chacun prenne conscience de cela, pour qu'il puisse le lire et voir comment contribuer à ceux qui sont au poste de commandement un peu d'intégrité et de sérieux dans le recrutement des cadres, parce que la RDC a plein de cadres compétents. Mais malheureusement, nous sommes toujours surpris à voir que cet argent a été détourné à des gens sans expérience qui sont nommés à des postes clés de responsabilité. Et c'est là le policier congolais qui pêche. Parce qu'à cause des positionnements et de poids politiques, on privilégie le parti plutôt que les compétences. C'est vrai qu'au niveau de la classe politique, il y a des gens intègres et compétents, mais malheureusement, les responsables politiques privilégient les leurs pour bien sûr leurs intérêts personnels au lieu de privilégier la nation. Donc, une des solutions serait de réformer l'homme congolais, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, que le politique congolais propose ce qui est des meilleurs. Dans chaque parti politique, il y a des Congolais dignes et capables de bien faire les choses. Que ces politiciens ne pensent pas simplement à leur positionnement politique, mais aussi qu'ils privilégient l'intérêt suprême de la nation, parce que c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui aidera le pays à redémarrer. Mais pour arriver à cela, pour que le Congolais puisse changer, faudrait-il pas que les gens s'assoient? On s'assoit toujours, comme je dis, on s'assoit pour parler de quoi? On va faire le dialogue, c'est bien, bon, on va faire le dialogue parce que, enfin, il dit que la situation est chaotique, il y a la misère, c'est bien sûr. Mais les animateurs des institutions viennent des partis politiques proposés par les responsables politiques. Pourquoi les responsables politiques ne proposent pas des hommes intègres et responsables qui sont au sein de leur parti? Et les gens sont très déçus de voir que parfois un politicien X, pour ne pas faire la publicité de certains ici, propose un membre qui soit PDG ou soit ministre, quelqu'un qui n'a aucune compétence et aucune expertise. Pendant qu'au sein de son parti, il y a des gens compétents et qui ont de l'expertise. Et qui nous dit que simplement pour donner les gens des postes de responsabilité, il faut que ces gens viennent des partis politiques. La plupart des Congolais n'adhèrent pas à des partis politiques. Donc, tous ces Congolais-là, compétents, experts dans leur domaine, qui soient de la diaspora ou à l'intérieur du pays, ne peuvent jamais occuper des postes de responsabilité et contribuer parce qu'ils ne sont pas membres d'un parti politique. Ça, c'est inacceptable. À l'heure actuelle, on devrait faire un casting qui est fonction des compétences. Parce que les compétences seules peuvent permettre, et l'intégrité, compétences et intégrité sont des éléments clés qui peuvent permettre le redémarrage de notre pays. Et même si le dialogue se fait, ces politiciens, quand ils se retrouvent, on se voit toujours, ce sont toujours les mêmes personnes qui reviennent au poste. Parce que soit ce sont des gens qui lèchent les bottes des uns, ou soit ceux qui font du djalel. On n'a pas besoin, on a besoin des compétences. Et après 64 ans d'indépendance, la RDC a plein de compétences. Il faudrait que, et pourquoi, c'est d'ailleurs, je suis d'accord avec la position du chef de l'État qui n'a pas pensé au portant le dialogue. OK? Nous savons l'agresseur. C'est le Rwanda, bien sûr, avec avec tous ces organismes internationaux qui sont derrière, qui appuient le Rwanda au travers du M23. Nous devons d'abord bouter notre ennemi dehors et travailler maintenant à la consolidation des acquis
de notre République. Si Martin Fayulu et tous ceux qui veulent du dialogue, qui s'approchent du président de la République et entament une discussion, parce que le président avait dit qu'il avait sa porte est ouverte. Pourquoi aller sur la place publique proposer un dialogue pendant que Martin Fayulu peut rencontrer les chefs de l'État et discuter avec lui des questions et des propositions, mais que les gens viennent avec des propositions concrètes, pas des propositions pour un positionnement politique. C'est ça, malheureusement, la mentalité congolaise. J'ai quelque chose de bien à proposer. Quand je l'amène, il faut que je puisse aussi avoir la part du gâteau, pas Mhm. nécessairement. Mhm. Donc, il faudrait que cette mentalité change, mais que de plus en plus, que le président de la République et tous toutes les institutions de la République favorisent les compétences et les personnes intègres. La RDC n'est pas dans la campagne américaine parce que, au fait, il y a beaucoup d'enjeux. Mais on voit aussi le Sahel qui est oublié dans cette campagne. Comment pouvez-vous justifier ça? Non, le Sahel n'est pas oublié. Les médias internationaux, les médias dominants, qu'il faut le dire clairement, pas toujours Ouais. les médias dominants veulent élaguer, en fait, l'échec cuisant de la France dans le Sahel, en fait. Parce que les pays du bloc du Sahel, le Burkina, le Mali, le Niger, qui, qui de plus en plus se défaitent du joug et de l'emprise de la France et de la France-Afrique, commencent à créer un modèle à eux-mêmes, un modèle africain qui répond aux intérêts africains. Et là, ça devient un danger permanent pour la France-Afrique, pour le franc CFA et pour les intérêts français en arrêt, et aussi, par de surcroît, les intérêts américains et des Occidentaux dans la région. Ok. Et de plus en plus, la Chine et la Russie commencent à mettre leurs pieds dans ce bourbier, bien sûr, à travers la Russie avec Wagner, la Chine avec son soft power, en Mhm. investissant massivement en Afrique. Et là, les Européens, la France en premier, se retrouvent pris des nues, quoi. Et ils veulent tout faire pour essayer de récupérer la même. Il est difficile parce que le changement, moi, je pense qu'il est irréversible. Dans ce contexte, si un pays vous pose du problème, les médias dominants ne vont pas parler de cette situation pour ne pas faire la propagande au profit du capitaine Traoré du Burkina, ou soit du président Tchani au Niger et consorts. C'est pourquoi on n'en parle pas, mais c'est un problème sérieux parce que maintenant, de plus en plus, beaucoup de pays africains veulent s'autodéterminer. Ils veulent un partenariat fiable et qui est un partenaire, comme Lumumba le disait durant son discours de 60, d'égal à égal, qu'on soit traité d'égal à égal. Ouais. Nous sommes fatigués de l'impérialisme occidental, qui est une conséquence logique de manque de considération pendant des années. Et maintenant, avec la crise migratoire, qui est aussi un élément qui exacerbe et qui embarrasse l'Union européenne, l'Union européenne se voit maintenant se battre sur beaucoup de fronts. Il y a le problème de l'Ukraine qui n'arrive pas à résoudre. Il y a le problème de Gaza qui n'arrive pas à résoudre. Et il y a la crise migratoire en Afrique qui a fait du conséquence de la mauvaise politique européenne, américaine, de la communauté internationale en Afrique. Une politique de prédation à outrance qui fait que l'exode a été la seule option des Africains vers l'étranger pour le bonheur. Et maintenant, cet afflux massif d'immigrants, que ce soit ici aux États-Unis aussi, nous l'avons vu, et en Mhm. Europe, crée une situation non seulement de tension, mais aussi la montée du nationalisme. Maintenant, on se voit une montée du Ouais. nationalisme et ça s'est manifesté avec les Européens, les récentes les élections européennes où beaucoup de partis nationalistes, notamment en Allemagne, en Italie, ont pris des majorités dans le Parlement pour revendiquer leurs droits d'être chez eux. C'est exactement ce que les Africains ont réclamé depuis des années. Mais quand les Africains réclamaient leur droit d'être chez eux, qu'est-ce qu'on faisait? On tuait les opposants, les leaders, on emprisonnait et les gens allaient en exil. Et maintenant, cette situation c'est en fait une sauce, c'est en fait un effet boomerang, moi je pourrais dire. Le truc a été lancé, maintenant ça revient aux envoyeurs. Donc cette situation, moi je pense que d'un côté, il est bon parce que ça permet à l'Afrique de se réveiller, de s'autodéterminer, de reprendre sa place dans le géant géopolitique mondial, mais aussi ça permet aux Africains de prendre conscience et de pouvoir trouver qu'est-ce qui est bon comme modèle de développement. Le silence des États-Unis, de la communauté européenne sur la situation dans l'est de la RDC et dans le Sahel, vous pensez que ça pourra peut-être influer sur la présidentielle américaine de novembre? Probablement, comme je l'avais dit, à cause de la communauté des immigrants qui se trouvent aux États-Unis et qui, dont la plupart sont devenus des citoyens américains. Et donc, s'ils veulent influencer la politique extérieure américaine, leur vote sera déterminant. Si le président qui viendra à la Maison-Blanche pourra limiter l'influence des compagnies multinationales qui ne font qu'endeuiller l'Afrique et les Américains,
et vont voter pour cette administration. Notamment, par exemple, beaucoup de Congolais que je connais qui sont naturalisés américains ont clairement dit qu'ils vont voter pour l'administration Trump parce qu'ils pensent que l'administration démocrate, bien sûr, a toujours été pour la déstabilisation de la RDC. Et n'oublions pas que la crise en RDC a commencé avec l'administration Clinton. Et le débâcle de l'Est a été entretenu chaque fois avec l'administration démocrate, qui d'abord Clinton et puis après l'administration Obama n'a rien fait de concret pour Ouais. la RDC. Donc déjà historiquement, les électeurs congolais qui se trouvent aux États-Unis vont voter pour Trump à cause de cela, parce qu'ils estiment que en votant républicain, ça pourra aider la cause africaine, ce qui n'est pas vrai à 100%, parce que la politique américaine elle n'est pas dictée par les démocrates américains. C'est une politique qui est intéressée par les deux chambres du Sénat et du Parlement. Et en fait, le président, le commandant en chef de l'armée ne fait qu'exécuter ce qu'est la ligne directrice, qui est les intérêts des Américains, c'est tout. Les Américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, n'ont de vision que sur leurs intérêts. La question s'est à poser, quels sont les intérêts des États-Unis en Afrique? En Afrique. Quels sont les intérêts de la RDC et des États-Unis en RDC, connaissant déjà que la Russie est en Centrafrique, la Russie est en Afrique de l'Ouest, la Russie est en train de faire un pas vers les régions de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, et la Chine s'est déjà implantée de manière considérable en RDC, parce que c'est la Chine qui pratiquement est un des grands exploiteurs des minerais de la RDC. Et dans cette situation où les États-Unis se sentent qu'ils peuvent perdre la main, quelle est leur politique? C'est se maintenir au pouvoir et maintenant discuter avec les autorités. Si les autorités congolaises actuelles veulent privilégier les intérêts américains, bien sûr, les Américains vont les soutenir. Donc, ce n'est pas question de démocrates ou républicains. Si les intérêts des Américains sont protégés par Félix-Antoine Tshisekedi, l'Amérique, bien sûr, va soutenir Félix-Antoine Tshisekedi, quelles que soient les vasés moraux, quelle est une opposition, qui d'ailleurs, une opposition qui va en ordre dispersé, il faut le dire. Moïse Katumbi a Mhm. un langage, Martin Fayulu a notre langage. Vous avez des gens comme, soi-disant opposants qui s'est exilé en Europe, ici, Franck Diongo, qui a d'autres Mhm. revendications. Vous voyez qu'une opposition en ordre dispersé, Ouais. pas un leadership fort, et cela, ça ne fait que le travail de Félix Antoine Tshisekedi qui est en train de renforcer son pouvoir. Et si Félix Antoine Tshisekedi joue bien sa carte avec les États-Unis, il ne sera pas inquiété. Donc, cette communauté internationale, bien que souvent vue un peu comme affaiblie, comme n'ayant pas des yeux sur la RDC, ils ont toujours un œil important sur la situation politique en RDC, parce que la RDC, c'est un pays stratégique. On ne peut pas laisser la RDC tomber entre les mains de l'Iran, par exemple, de la Russie, de la Chine, de la Turquie, de ces pays émergents. Les enjeux sont trop gros pour que les États-Unis laissent la RDC passer entre les mains d'autres puissances mondiales. Les États-Unis et la communauté internationale ont toujours un œil important sur la RDC, vous venez de le dire, mais comment voyez-vous alors l'avenir de la relation entre la RDC et les États-Unis et aussi les États-Unis avec le Sahel? Moi, je pense que l'avenir de la RDC, de la collaboration des partenaires entre la RDC et les États-Unis dépendra du Congolais lui-même. Il faudra que d'abord, en interne, le Congo se redresse, que les Congolais prennent possession de leurs terres, qu'ils reprennent leur identité congolaise. À l'époque, on parlait de l'identité zaïroise, Tatabo, Moko et consorts, que le Congolais Ouais. redevienne lui-même, que le Congolais prenne contrôle de son territoire complètement, que l'administration redevienne congolaise à 100%, que l'armée redevienne vraiment républicaine et congolaise prête à défendre, que la RDC, comme un seul homme, se mette pour prendre une position ferme par rapport aux enjeux qui leur concernent. Et c'est simplement comme cela que le rapport de force va changer. Parce qu'actuellement, même si tout ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi entreprend comme politique, soit diplomatique ou dans le sens de l'émergence de la RDC, elle est toujours critiquée par une opposition qui ne propose rien. Grand problème. Donc, tant que la RDC sera toujours fragilisée par une administration faible, une armée pas très non dissuasive, ça permettra toujours de faire les jeux des infiltrations et ça va fragiliser le pays. Au Sahel, par exemple, vous voyez le cas du Burkina Faso, avec le capitaine Traoré. Il est en train de réconsolider et de reprendre, en fait, le contrôle du pays. Et la bonne chose avec le Burkina Faso, il y a cette conscience nationale.
bien sûr créée et façonnée autour du mythe de Thomas Sankara. Donc l'image de Thomas Sankara il reste comme cet élément qui cimente la cohésion du Burkina. Et maintenant, le président Traoré peut parler avec autorité et signer des partenariats d'égal à égal avec les Occidentaux parce qu'il y a le soutien complet de la population, ce qui n'est pas le cas avec les RDC. La RDC, c'est un pays fragmenté, bien sûr, ça a été fait à dessein, parce que c'est un travail qui a été fait déjà pendant des années pour déstructurer le système même qui constituait la cohésion, que Mobutu a pris 32 ans à mettre ensemble. Donc, c'est un travail de longue haleine que le président Tshisekedi doit faire pour réconcilier les Congolais entre eux, créer une unité solide autour d'un leadership bien connu et avoir les valeurs qui sont congolaises. Les valeurs autour des idéaux comme ce que Lumumba a défendu, Kimpavita, Kimbangu, tous ces modèles africains et aussi de réécrire, de changer de paradigme en fait. Que le Congolais ait une identité congolaise à lui seul, défendre ses intérêts. Et là, maintenant, il y aura un dialogue d'égal. Vous voyez, par exemple, l'Iran, bien il y a déjà un État islamique fort qui fait face aux États-Unis, malgré les sanctions, malgré tout, mais c'est tout un peuple derrière leurs dirigeants, et c'est cela qui manque à la RDC. Tant que les Congolais ne seront pas derrière le leadership, que ce soit du Sekelo ou de celui qui viendra comme président prochainement, Katumbi ou Fayoulou, tant que les Congolais ne vont pas s'allier autour d'un leadership qui défend les intérêts des Congolais, et ce sera difficile. Un autre élément aussi qu'il faudrait considérer, c'est l'apport de la diaspora. Il faudrait que la diaspora congolaise revienne investir massivement en RDC. Et c'est un grand problème. On ne peut pas accepter qu'il y ait, bien sûr, des Libanais, tous ces étrangers qui viennent investir. C'est bien pour le développement. Mais tant que la diaspora congolaise n'investit pas de manière substantielle en RDC, on n'aura pas des modèles congolais de réussite. Mutombo Dikembe de heureuse mémoire qui nous a quittés récemment est un exemple, mais il y en a combien? Sa fortune de MBA, il a investi du concret. Il a construit le plus grand hôpital privé de la RDC. Il a construit dans le Kasaï. C'est ça donc on veut. Le Congolais doit revenir investir et créer des modèles et des références pour le Congo. Et pour que cette jeunesse qui vienne, qui monte, puisse avoir des modèles, des références. C'est simplement cela, avec tout ce travail social, culturel et intellectuel qui doit être fait pour permettre de cimenter l'unité nationale. C'est seulement après avoir cimenté cette unité nationale qu'on pourra faire face à la communauté internationale et proposer des choses qui sont pour l'intérêt. Actuellement, tout ce qui est proposé nous est imposé. Le président Tshisekedi se bat seul comme un diable dans un bénitier pour dire Mhm. non à certaines impositions de la communauté internationale, mais il se retrouve seul. Il faudrait que tous les Congolais s'allient derrière le président de la République pour voir comment défendre les intérêts de la RDC. C'est un travail qui doit être fait et ce travail de communication des intellectuels, le Congolais doit s'investir et s'impliquer pour que la donne change. Qu'est-ce qu'il faut pour que la communauté congolaise ou la communauté africaine puisse se faire entendre et être consultée quand il y a élection, par exemple ici aux États-Unis? Mais il faudrait d'abord que les communautés africaines s'organisent et soient économiquement fortes. Quand on parle de communautés juives, ce sont des puissants qui ont des milliards. Quand on parle de la communauté indienne, ce sont des communautés qui pèsent des milliards, qui ont des entreprises qui réussissent et qui font beaucoup de choses, qui peuvent influencer financièrement, qui donnent pour les campagnes. Ils influencent sur les décisions. Mais les communautés africaines, très peu. On n'est pas très organisé. Et c'est d'ailleurs, moi, je pense que c'est un tard de la colonisation et de la traite négrière, de diviser pour régner. Les Congolais, les Africains en général, nous ne travaillons pas en synergie comme les Juifs et les autres le font. Un Africain préfère aller acheter un habit chez un Juif, chez un Européen, qu'aller l'acheter chez son frère africain. Déjà, nous n'investissons pas localement en nous-mêmes, nous ne promotons pas les valeurs africaines et il est très difficile que nous puissions compétir contre les Juifs, les Indiens qui sont bien organisés. Et eux, ils remarqueraient, ils ont non seulement des apprises aux États-Unis, mais des fortes emprises aussi dans leur pays. Donc, sur le plan économique, ils sont puissants. Non seulement ici aux États-Unis, mais aussi parce qu'ils ont des grands investissements dans leur pays. Mais chez nous, au Congo, chez nous, les Africains, il y a très peu. Ceux qui investissent ici, quand ils vont le faire de l'autre côté en Afrique, il y a toujours des restrictions. Soit on les trouve comme une menace parce que quand ils amènent leurs millions, ils vont peut-être déstabiliser le pouvoir en place. Mais quand les Libanais ou les Indiens amènent des millions en Afrique, on ne pense pas que ces gens vont déstabiliser les régimes en place. C'est cette mentalité qu'il faut changer. Coup de chapeau à Mutombo Dikembe que vous avez mentionné parce que lui, il a essayé de faire quelque chose au pays, un hôpital, une école. Il a investi ici sur place aux États-Unis aussi.
c'était déjà une voix, mais une seule voix. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet homme? La disparition de Moutou Modiké, mais c'est une très grande perte, non seulement pour l'Afrique, mais pour la RDC. Pour ceux qui ont, comme moi, joué au basketball dans les années 90 à Kinshasa, particulièrement, il y avait deux noms. Quand on pensait le meilleur joueur de basketball, c'était Michael Jordan. Et quand on pensait le meilleur défenseur, surtout ceux qui étaient des grandes tailles, c'était Dikembe Mutombo. En fait, il a impacté non seulement la jeunesse congolaise, mais aussi africaine. Il est parmi les premiers Africains à jouer à la NBA, lui et Hakim Olajuwon. Donc, avant eux, il n'y avait personne. Il a ouvert la voie et l'opportunité à beaucoup. Et il a tendu la main. Malgré les problèmes de corruption, les difficultés d'investissement au pays, il a pu investir en construisant un hôpital de plus de 20 millions de dollars. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. C'est vrai qu'il y a toujours des pots de vin qu'il faut donner à gauche et à droite, mais voir quelqu'un qui investit son argent, malgré cela, malgré l'instabilité du pays, malgré les difficultés de corruption, quelqu'un qui investit quand même. Bon, l'hôpital, c'est quelque chose de majeur. Les gens Mhm. peut-être se rappelleront encore à l'époque, avant l'hôpital, il y avait les bus jaunes, les premiers bus jaunes qu'on a vus en RDC à Kinshasa. C'est Mutombo qui les avait amenés Oui. pour faciliter la circulation, les transports. Il en avait amené des centaines et des centaines, hein. On les appelait à l'époque ces bus-là Mutombo Dikembe. Donc, sa disparition, c'est une très, très grande perte pour notre pays. Et je pense que le gouvernement de la République va l'honorer dignement. Certains parlent même de rebaptiser le nouveau arena qu'on est en train de construire à Kinshasa, Mhm. hein, Dikembe Mutombo Arena. Moi, je pense que c'est légitime, au lieu d'appeler cela Kinshasa Arena, de rendre hommage à celui qui a fait, qui a donné, en fait, un exemple d'un service désintéressé pour les autres. Il n'a pas oublié ses racines. Il a aidé non seulement son club de basketball, le BC Onatra, mais il a aidé énormément les gens. Et même si dans la diaspora américaine, moi, j'ai eu le privilège de le rencontrer, de discuter avec lui. C'est un homme exceptionnel, d'une humilité incroyable Mhm. qui contrastait avec sa taille, en fait. Nous te dit que quand tu le rencontres en route, tu dis, hey, champ, il t'arrête, il se salue, vous parlez avec lui. S'il a le temps, vous arrêtez, vous Oui. parlez. Et donc, c'est cette humanité-là. Donc, moi, je pense que Dikembe a montré la voie. Et nous leaders qui émergent, n'avons pas d'excuses. Pas d'excuses pour dire qu'il y a trop de corruption, il y a trop de... Parce que malgré cette corruption, lui l'a investi. Mhm. Et ça a aidé la communauté. Malgré les moments difficiles, malgré sa maladie, il est quand même allé au Kassai pour inaugurer l'école en Mhm. même temps que son père, et cette école fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Donc, Mutombo Dikembe, c'est juste un rappel que le Congo a un avenir radieux. Il y aura toujours des gens qui vont s'élever un jour pour contribuer au développement du pays et que l'espoir est permis. Moi, je pense que même avec la crise traverse le pays, voir des gens comme Mutombo qui n'ont jamais cessé de croire à l'avenir du Congo et de l'Afrique, investir non seulement au Congo, mais en Afrique. Parfois, les gens oublient, hein, Mutombo n'a pas seulement investi au Congo, il a aussi investi en Afrique dans beaucoup de projets. Il était l'ambassadeur de la NBA, le premier ambassadeur de la NBA pour la promotion du basketball en Afrique. Et on a beaucoup de stars du basketball aujourd'hui grâce à Mutombo Dikembe. Donc, pour moi, c'est un moment difficile pour notre pays. C'est une journée noire. Il est parti très jeune, mais que son aura et ses œuvres persistent. Et je pense que ses œuvres vont subsister, vont lui subsister. Et je pense que le gouvernement fera vraiment amende honorable s'il pouvait rebaptiser ce nouveau aréna en son nom pour rendre hommage au travail énorme qu'il a accompli pour la jeunesse congolaise. Un homme formidable dont l'humilité ne peut être que mesurée à sa taille ou à sa stature. Il a beaucoup fait pour le pays. Il a fait également ici sur place. La NBA ne cesse de parler de lui. Son nom est dans tous les médias et d'autres ont découvert que ce n'est pas seulement celui qu'ils voyaient dans certaines fêtes congolaises danser, chanter avec eux, mais qu'il était plus grand que ceux qu'ils voyaient. Un mot de la fin pour terminer? D'abord, merci Andy pour cette opportunité de partager. Ça a toujours été un plaisir d'échanger avec toi pour ces questions difficiles et brûlantes de l'actualité. Et je pense que nous allons continuer ces conversations qui sont très intéressantes et très édifiantes pour nos compatriotes et pour le reste des gens qui vont nous suivre, qui nous suivent sur la toile. Un merci à toute l'équipe technique qui a permis l'organisation de cette très belle émission, mais aussi à vous et à tous les autres qui pensent que c'est encore difficile à RDC. C'est vrai que nous traversons de moments difficiles, mais l'espoir est permis.
à l'image de Mutombo Dikembe, il y a bien d'autres qui ont été des grands philanthropes. Je pense à Syndicat de Colo qui nous a Ouais. quittés aussi et à tous Mhm. les autres qui, même pas seulement dans le domaine du mécénat, mais aussi dans le domaine scientifique, il y a beaucoup de chercheurs. Et Mhm. il y a récemment un des grands professeurs de la faculté de médecine qui vient de nous quitter, le professeur Jean-Jacques Malemba, malheureusement. Il était ancien chef de département de médecine interne aux cliniques universitaires qui vient de se quitter. Il y a tout plein de Congolais des talents qui ont mené une vie simple, qui ont contribué pour le développement du pays. Et c'est à cause de ces personnes-là que la RDC restera toujours un pays puissant et qui va se développer. Donc, pour ceux qui vont nous suivre, de ne pas perdre espoir. Une belle femme a toujours été convoitée. Les gens qui pensent que la guerre de l'Est, quand elle finira, nous serons en paix, se font d'illusions. Nous devons nous préparer à continuer à nous battre, mais à demeurer excellents. Mutombo Kembe n'a pas arrêté de se battre. Il a combattu son cancer en faisant du bien. Donc, nous devons continuer à faire notre travail, vous, en tant que journaliste, de continuer à éduquer, de continuer à nous donner la voix, la parole pour que nous puissions nous exprimer, mais aussi continuer à changer, à donner une nouvelle narrative. Parce que des émissions libres, on n'en a pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faudra que nous puissions en faire beaucoup, inviter des gens pour que nous puissions partager et échanger. Merci en tout cas de cette opportunité d'échanger avec vous et au plaisir de nous rencontrer pour une prochaine fois. Merci beaucoup, Jean-Jacques Kayembe, de votre temps que vous nous avez accordé.